Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Quelles mesures pour économiser l'énergie? L'Union européenne a appelé ses pays membres à agir en prenant des dispositions. L'Espagne a été le premier État à prendre des décisions concrètes. Elles entreront en vigueur lundi. Nous prendrons la direction de Madrid où nous serons avec l'ambassadeur de Monaco en Espagne, Catherine Fautrier-Rousseau, dans quelques instants. La Ligue 1 fait son grand retour ce week-end. L'AS Monaco se déplace à Strasbourg samedi pour cette première journée. Nous vous présenterons les enjeux de cette rencontre. Puis nous recevrons le docteur Nicolas Capet. Avec lui, nous parlerons de l'accident vasculaire cérébral. Peut-on s'en prémunir? Quels signes doivent nous alerter? Et il répondra à toutes nos questions avant d'aborder la rééducation après un AVC dans un grand format en fin de journal. Prier de faire des économies d'énergie, c'est le message de la Commission européenne à ses pays membres. Avec les vagues de chaleur et la chute des livraisons de gaz russe, les États européens sont appelés à réduire leur consommation d'énergie. Alors que la France mise pour le moment sur des petits gestes, l'Espagne vient de prendre des mesures officielles. Rejoignons sur place l'ambassadeur de Monaco en Espagne. Bonsoir Catherine Fautrier-Rousseau. Bonsoir. L'Espagne fait partie des pays moteurs pour réduire la consommation des énergies. Il a acté d'ailleurs des décisions en début de semaine. L'objectif est double, la préoccupation écologique et réduire également l'importation de gaz russe. Oui, tout à fait. Les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement espagnol en début de semaine sont assez restrictives puisqu'elles imposent notamment des températures maximales à ne pas dépasser sur le réglage de la climatisation pour l'été. Donc, il ne faudra pas aller au-delà de 27 degrés de climatisation et 19 degrés en ce qui concerne le chauffage pour l'hiver. Évidemment, l'objectif est à la fois de faire des économies d'énergie et surtout de lutter contre les pénuries éventuelles, effectivement, notamment dans les livraisons de gaz. Oui, tout à fait. Quelle était la politique espagnole avant la prise de ces mesures ? Il n'y avait pas véritablement de restrictions, en fait. On essaye quand même de prendre des mesures en la matière de façon à ce qu'on ne soit pas dans un blackout, surtout pour cet hiver. Mais ça fait polémique, ça fait énormément polémique, surtout dans des villes comme Madrid, qui sont des villes très touristiques, puisque ces restrictions, notamment en termes de climatisation, doivent toucher tous les établissements publics. Comme vous le savez, il fait extrêmement chaud en Espagne depuis non pas plusieurs semaines, mais plusieurs mois maintenant. Et donc, certaines régions, comme la communauté de Madrid, a d'ores et déjà décidé qu'elle ferait appel de ces dispositions gouvernementales. Parmi ces mesures également, il y a les vitrines qui doivent être éteintes au plus tard à 22 heures. C'est un coup dur aussi pour ces villes qui vivent la nuit. Pour ces villes qui vivent du tourisme, oui, évidemment, c'est un coup dur. Donc, c'est aussi pour ça donc qu'une région comme, enfin, la présidente en l'occurrence de la région de Madrid, Isabel Ayuso, a déjà annoncé qu'elle allait contester cette mesure parce qu'elle ne veut pas que la ville, dixit Madame Ayuso, soit une ville morte, une ville fantôme. Le tourisme est très important, donc effectivement, éteindre les vitrines des commerces, les façades des édifices à 22 heures, c'est problématique. D'autant que cette mesure doit toucher également les centres culturels, les hôtels. Donc, c'est quand même assez restrictif. Donc, on n'est pas dans une application qui va être respectée par tout le monde immédiatement. Même si, il faut quand même le souligner, les amendes peuvent être très élevées puisqu'on parle de 60 000 € d'amende en cas de non-respect de la réglementation. Vous venez de le dire, c'est une politique contraignante, mais le gouvernement incite également les Espagnols à se mobiliser en encourageant le télétravail, par exemple. Oui, effectivement, le télétravail a été, depuis la pandémie, effectivement, très bien suivi ici en Espagne. Donc, on encourage encore les gens à rester un petit peu en télétravail pour justement éviter la mobilité, les déplacements et donc la consommation inutile d'énergie. Je ne suis pas certaine que ce soit une mesure qui puisse effectivement aboutir à des économies importantes, d'autant qu'on parle beaucoup de l'énergie, de l'électricité, du gaz, on parle peu de l'eau.
Et encore une fois, on est ici en Espagne en situation de sécheresse extrême depuis le mois de février. Aujourd'hui, les ressources en eau espagnoles sont inférieures à 40% de la capacité totale. Donc voilà, il faut aussi traiter ce problème si on veut vraiment avoir un effet bénéfique sur l'environnement pour le futur. Il faut aussi considérer les ressources hydriques. C'est ça, avant tout, le but de ces restrictions. Est-ce que la population espagnole adhère à cet effort national qui est demandé? On a vu tout à l'heure le point de vue politique, mais les Espagnols, qu'est-ce qu'ils en pensent de toutes ces mesures? Oui, les Espagnols sont très concernés par le fait de faire des économies et d'être attentifs à l'environnement, puisqu'ils sont touchés évidemment en premier lieu. Donc, ils sont parfaitement au fait de tout ça et je pense contribuent pour chacun, en tout cas à son niveau, à faire des économies en la matière. Oui. Profitons de cet entretien, Catherine Fautrier-Rousseau, pour évoquer la visite du prince Albert II en Espagne. Quel était le but de cette visite qui a eu lieu la semaine dernière? Le souverain est venu en visite privée pour découvrir les sites archéologiques de la Sierra d'Atapuerca, qui sont classés donc au patrimoine culturel et protégés par l'UNESCO. Ce sont des sites absolument incroyables puisqu'on a pu, grâce aux fouilles qui ont été réalisées depuis les années 70, découvrir des vestiges archéologiques remontant à plus d'1 million, 1 200 000 ans, des vestiges humains. Et d'ailleurs, tout récemment, il y a 15 jours, on a fait les fouilles ont fait des découvertes, une découverte notable, puisqu'ils ont découvert une mandibule de restes donc humains également, qui potentiellement pourrait être datée, puisque c'est en cours en tout cas, de 1 400 000 à 1 500 000 ans. Donc c'est vraiment un site absolument incroyable en termes de découvertes archéologiques. Eh bien, merci beaucoup Catherine Fautrier d'avoir été avec nous ce soir pour nous exposer les mesures qui sont prises en Espagne concernant le changement climatique et puis aborder cette visite du prince Albert II en Espagne. Merci infiniment. Merci à vous. Cette information pratique à retenir à présent, les horaires du centre de dépistage à la Covid-19 vont être modifiés à compter de lundi prochain. Le centre sera ouvert de 8h30 à 16h30 la semaine. Les horaires en revanche ne changent pas pour le samedi, elles restent de 8h à 10h. Je vous rappelle également qu'il n'est plus nécessaire de prendre rendez-vous pour effectuer un test PCR au centre de dépistage. Une date à retenir à présent, le 10 août, le meeting Hercules accueillera pas moins de 21 champions du monde et olympiques au Stade Louis II, un parterre de stars de la discipline qui promet des confrontations de haut niveau. On peut citer notamment la présence de la recordwoman du monde du 400 mètres haies, Sydney McLaughlin, de la championne olympique du triple saut, Yulima Rojas, ou du double champion du monde en titre du 110 mètres haies, Grant Holloway. On reste dans le sport avec du football. Après avoir lancé sa saison en début de semaine en Ligue des Champions, l'AS Monaco retrouve la Ligue 1 ce samedi. Les Rouges et Blancs se déplacent à Strasbourg pour leur première rencontre de championnat. Frédéric Elion vous présente les enjeux de cette rencontre. 75 jours après le but inscrit dans le temps additionnel par Ignatius Ganago à Lens, qui a privé Monaco de qualification directe en Ligue des Champions et propulsé l'ASM dans un marathon infernal au mois d'août, les Monégasques retrouvent le championnat samedi. Un déplacement difficile pour entamer cette nouvelle campagne de Ligue 1 à Strasbourg, 6e du dernier championnat. Une pelouse où Monaco ne s'est plus imposé depuis 2018, les joueurs de Philippe Clément restent sur 3 défaites et un match nul à la Méno. Strasbourg, c'est un grand défi. J'ai vu que Monaco a eu beaucoup de difficultés les dernières années, les derniers matchs contre Strasbourg, chaque fois. C'est un grand défi pour tous les joueurs, pour changer ces stats. Et je pense que tout le monde est concerné sur ça. Strasbourg a beaucoup évolué, ils ont pris une autre dimension, mais nous aussi. Et comme je le répète, c'est le premier match, il faudra être déterminé, concentré, il faudra aller chercher un résultat, il faudra être dominant. La saison passée, Monaco avait laissé des points en route dans les matchs de Ligue 1, coincés entre 2 rendez-vous européens. Il faudra mieux négocier ces rencontres cette année et ça commence par ce match à Strasbourg avant de retrouver le PSV. Le groupe a plutôt bien récupéré, je dirais.
On a une grosse préparation justement pour faire face à cette période. Et avec les entraînements un peu plus légers entre les matchs, on a le sentiment d'être beaucoup plus frais et beaucoup plus rapidement. La saison dernière, c'était nouveau. Là, on n'aura pas d'excuses. Là, c'est le premier match du championnat de la Ligue 1 et c'est toujours bien de commencer par une victoire. Voland et Golovin seront suspendus pour ce premier match de Ligue 1. Intéressons-nous à présent à ce problème majeur de santé publique. L'accident vasculaire cérébral touche chaque année 150 000 personnes en France. Mais que savons-nous réellement de l'AVC, que l'on appelle également attaque cérébrale? Et pouvons-nous nous en prémunir? Pour le savoir, le neurologue Nicolas Capet, qui exerce au centre hospitalier Princesse Grasse, est avec nous ce soir. Bonsoir Nicolas Capet. Bonsoir. Docteur, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous définir ce qu'est un AVC ? Alors la définition d'un accident vasculaire cérébral, elle est très simple, elle est avant tout clinique. Elle repose sur 5 symptômes. Donc il s'agit d'un déficit neurologique brutal, d'apparition très rapide. Et principalement, on retrouve des symptômes qui sont bruyants avec un déficit de force. C'est le premier symptôme qui doit vous faire évoquer un accident vasculaire cérébral. Un bras, une jambe ou tout un côté du corps qui ne fonctionne plus bien. Le deuxième symptôme fréquent aussi, c'est caractérisé par des troubles sensitifs. Donc c'est une perte de la sensibilité au niveau d'une région du corps, latéralisée en général aussi. Et très fréquemment, peuvent s'associer d'autres symptômes, notamment des troubles du langage qu'on appelle une aphasie ou des troubles de l'articulation. Enfin, on néglige plus souvent aussi des troubles visuels ou un voile noir brutal qui doit nous faire évoquer un accident vasculaire cérébral. Plus rarement aussi, et le 5e symptôme qu'on peut retrouver se manifeste par des vertiges très importants, brutaux, qui là aussi doivent nous faire consulter en urgence pour être pris en charge pour suspicion d'accident vasculaire cérébral. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, docteur. Comment agir en cas d'apparition de ces signes ? Chaque minute compte pour le cerveau quand il s'agit d'une occlusion d'une artère ou d'une veine dans le cerveau, voire un autre type d'accident vasculaire cérébral qu'on appelle les hémorragies ou les hématomes intracrâniens. Il faut agir au plus vite et arriver aux urgences, service des urgences le plus proche, avec une imagerie cérébrale qui doit être réalisée idéalement dans l'heure ou dans les 4 heures après le début des symptômes. Comment on peut prévenir un AVC? Est-ce que l'on peut se prémunir de cela via, par exemple, une bonne hygiène de vie? Alors absolument, vous avez raison, il y a effectivement les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont bien établis aujourd'hui, qui quand ils sont contrôlés, et je vais les citer, donc l'hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète, le cholestérol et les facteurs dits de sédentarité comme l'obésité, quand ils sont bien contrôlés, qui permettent d'éviter l'occurrence d'un accident cardiovasculaire cérébral. Mais aujourd'hui, au CHPG, on a identifié aussi la priorité de lutter contre la récidive d'un accident transitoire. Les AIT, il s'agit du plus gros et du plus fort signal d'alerte qui doit nous faire consulter et être pris en charge là aussi en urgence, qui associe exactement les mêmes signes que l'AVC, mais réversible dans quelques heures. Et donc bien souvent, les patients ne consultent pas parce que les symptômes ont disparu. Il faut savoir que ces AIT, donc on a un moyen de les prévenir si le traitement est bien mis en place. Il concerne une récidive dans les 3 mois, dans 90%. Donc on sait qu'ils vont, si rien n'est fait, conduire à un accident constitué, les dégâts et les séquelles potentiellement en rapport. Et pour cela, on a démontré que 4 sur 5 des accidents transitoires bien pris en charge pouvaient être évités. En tout cas, on pouvait éviter une récidive. Donc on a les moyens de prévenir les accidents vasculaires cérébraux de façon correcte. Qui est concerné par ces AVC? Est-ce qu'il y a un
profils plus sujets que d'autres? Les accidents vasculaires cérébraux sont très fréquents. Ils concernent à peu près 150 à 200 000 personnes par an en France. On pense que la prévalence se situe autour de 500 000, donc c'est énorme. Ils concernent principalement le sujet âgé ou vieillissant, et donc qui accumule avec l'âge des facteurs de risque cardiovasculaires notamment. Donc plus la population vieillit ou éventuellement néglige la prise en charge de ces facteurs de risque, sans faire de distinction sur le genre, on a une diminution du facteur de risque de faire un accident vasculaire cérébral. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Capet pour cet éclairage sur l'AVC et l'AIT. Et justement, docteur, nous avons voulu savoir comment se passait une rééducation après un AVC avec le témoignage de Sherazade. C'est un Focus Info signé Christine Datomel. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Le 11 avril 2020 est une date qui restera à tout jamais gravée dans l'esprit et le corps de Sherazade. Jeune femme pleine de vie, maman d'une petite fille, cette acharnée de travail faisait ses courses à Nice lorsque soudainement elle a perdu la faculté de sa jambe et de son bras gauche. Sherazade venait de faire un accident vasculaire cérébral hémorragique alors qu'elle se trouvait dans une boucherie. La jeune femme a tout de suite été prise en charge par les équipes du SAMU. Ils sont arrivés très rapidement. Je suis montée dans l'ambulance. On est arrivé à l'hôpital Pasteur et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais vraiment pas loin. Transférée au centre hospitalier Princesse Grace, un protocole de soins a tout de suite été mis en place pour permettre à Sherazade de récupérer au plus vite ses facultés. Un parcours long et difficile que la jeune femme a su relever en faisant preuve d'abnégation, de force et de courage. Ça a démarré par de la kiné. Et rapidement, on a intégré les séances d'ergothérapie. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Troisième cause de mortalité et première cause de handicap, les AVC touchent toutes les tranches d'âge et autant les hommes que les femmes. Chaque année, on compte 120 000 nouveaux cas d'AVC en France. Ils vont être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Donc il va y avoir le kiné, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, aussi parfois le psychologue ou la psychomotricienne, sachant que le point de départ, c'est toujours le médecin. Ce sont des corps de métier qui sont à la fois différents, mais qui partagent en fait un soin global. Le kinésithérapeute, qui est peut-être celui qu'on connaît le plus dans son métier, lui, il va travailler au niveau musculaire, travailler sur les transferts, sur les postures. L'ergothérapeute, elle va avoir un rôle un peu différent. Elle va travailler plutôt sur tout ce qui est préhension, tout ce qui est toucher, sensibilité, mais aussi tout ce qui est évaluation de l'environnement du patient pour lui permettre d'avoir une vie plus normale possible. L'orthophoniste, elle va travailler sur les troubles de la déglutition que l'on trouve très régulièrement chez les patients qui ont développé un AVC. Et la psychomotricienne, elle va travailler sur les repères spatio-temporels du patient pour lui permettre aussi d'améliorer sa qualité de vie. Les équipes de rééducation du CHPG considèrent qu'elles ont 3 phases d'évolution de l'AVC. Une phase dite aiguë, sur laquelle elles ont un rôle très particulier à jouer, une phase de récupération fonctionnelle, et puis une phase chronique qui est une phase de récupération active essentielle pour le patient. Dans les premières semaines, les premiers mois après un accident vasculaire cérébral, il y a une phase qui est dite de récupération neurologique. C'est donc le cerveau qui va se réparer, mais aussi se réorganiser. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement en fait qui va modifier cette récupération neurologique. Par contre, elle peut être accompagnée, elle peut être optimisée, et c'est là que la rééducation a toute sa place. Et si la rééducation est essentielle, moins connue, l'ergothérapie se veut elle aussi indispensable. Experte en réadaptation, elle apporte des solutions au handicap à l'aide de différents types de soins, de conseils et d'activités éducatives. Là, c'est ce qu'on appelle la thérapie miroir. C'est-à-dire que le patient va venir placer sa main lésée dans le bac noir et sa main saine de l'autre côté du miroir. Et le but de l'exercice, c'est qu'il regarde toujours dans le miroir au moment où il fait les exercices. Donc les exercices vont être réalisés en même temps et il faut qu'il pense à chaque fois que la main qu'il voit dans le miroir, c'est la main qui est à l'intérieur. Donc on va leurrer en quelque sorte le cerveau pour stimuler la plasticité cérébrale.
Après de longs mois d'efforts et de rééducation, grâce à l'aide et au soutien des soignants du CHPG, Sherazade a pu aujourd'hui reprendre sa vie professionnelle. Coiffeuse et esthéticienne de formation, la jeune femme peut de nouveau effectuer des gestes nécessitant une grande précision, des gestes qu'elle était encore incapable de réaliser il y a peu. Alors on nous donne un schéma et on nous donne des petits morceaux de bois et on nous dit de le reconstruire, par exemple. Enfin, c'est des choses qui paraissaient très simples, mais au moment de le réaliser, on voit que le cerveau y suivait pas. Et c'est là qu'on réalise en fait qu'on a vraiment un problème. Parce qu'on ne s'en rend pas compte qu'on ne sait pas faire les choses. On n'est jamais prêt, parce que c'est une pathologie qui arrive soudainement. Donc quelque part, ça vous fauche dans une vie que vous aviez, dans laquelle vous vous sentiez bien. Et du coup, les patients, quand ils viennent nous voir, quand ils arrivent à nous, c'est vrai que psychologiquement, ils sont souvent un peu affaiblis. Alors bien sûr, parfois, on n'arrive pas à une récupération totale, mais petit à petit, on s'accroche sur des petits objectifs et on essaye de faire un pas après l'autre pour arriver le plus loin possible. On reproduit le même exercice quelques jours ou semaines après et je le réussis alors qu'avant je ne réussissais pas. Et puis la plus grande victoire, je pense que ça a été de marcher. Quand on marche, mais moi moi je me sentais Wonder Woman. Hein. Je croyais que je pouvais voler en plus. Je pensais que le fait de pouvoir remarcher, j'étais même capable de voler, quoi. Parfois, on a l'impression que quand on regarde le dossier, quand on regarde l'image, on se dit que ce patient probablement ne va pas récupérer ou récupérera très peu. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi. Parfois, alors on ne sait pas si c'est le relationnel entre le thérapeute et le patient, la façon de lui avoir fait passer les messages, de lui dire « Ok, accroche-toi, on y va, t'es pas tout seul, on est ensemble », qui fait que parfois on est hyper étonné, et c'est vrai, c'est un petit peu un côté magique, et le patient récupère bien plus ce que l'on aurait pu espérer, quoi. Se reconstruire après un AVC demande aussi une grande force mentale, et le soutien des proches et de l'entourage joue alors un rôle indispensable, la personne touchée par cette maladie pouvant parfois douter de ses propres capacités. Elle-même n'était pas sûre de vouloir reprendre une activité, de la manière dont elle allait le faire. Donc on a fait ça en bonne intelligence, on s'est vu de nombreuses fois avant de l'engager. Vous l'avez vu, Sherazade, elle est lumineuse, elle est rayonnante, elle a beaucoup de choses à donner. Et donc elle s'est fait accepter par toute l'équipe, donc ça se passe merveilleusement bien. Lumineuse, c'est le mot qui définit le mieux cette jeune femme, qui force l'admiration et qui dégage une énergie positive. Sherazade a su faire de son combat une force, et c'est pourquoi nous avons voulu lui laisser le mot de la fin. Tout est beau autour de nous. Même ce qui est gris, on va le voir rose, et ce qui est noir, on va le voir blanc, quoi. Mais tout est beau, tout. Il y a beaucoup de bienveillance. On me fait remarquer que je vais mieux, on me fait remarquer aussi que j'avance. Et surtout, on me dit toujours que je suis forte. Et ça, moi, je ne le voyais pas, par contre. Mais on me dit tout le temps que je suis trop forte. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour demain? De continuer à me battre, mais pas que pour moi. Pour toutes les personnes qui ne se lèvent pas, parce qu'elles ne savent pas que c'est possible. Voilà pour ce témoignage plein d'espoir. Ce journal est à présent terminé. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps est prévu pour la journée de demain, Frédéric Hélion? Grand beau temps, Émilie, encore une très belle journée estivale avec du soleil, peu de vent et toujours cette chaleur. Les températures seront comprises entre 26 et 33 degrés avec une température ressentie de 36 l'après-midi. L'eau sera à 27, vendredi 5 août. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Abel. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Les photos de fin de JT vous emmènent ce soir dans l'un des lieux les plus visités en Principauté et qui connaît un large succès depuis sa réouverture, les grands appartements du Palais Princier. Photo signée Manuel Vitali. Très belle soirée et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.